Bien, voici la vidéo qui doit résumer l'ensemble du cours que je vous ai proposé sur la question justement de la Troisième République, de cette question de la France en République entre 1880 et 1945. Je vous rappelle que la problématique globale de ce premier thème était de quelle manière la Troisième République enracine-t-elle la République et la démocratie en France. Alors pour commencer, pour répondre en partie à cette première question, on peut déjà regarder ces deux premiers documents qui illustrent eh bien, le parallèle qui peut exister entre cette première affiche de 1793, donc sur votre droite, qui montre justement la République en danger, la patrie en danger à la suite donc, des déclarations de guerre multiples des pays européens qui sont voisins de la France à la France, parce qu'elle vient justement de guillotiner son roi et parce qu'elle représente une menace politique pour l'ensemble des pays européens qui sont alors des monarchies. Et de fait, on peut lire sur cette image unité, indivisibilité de la République, liberté, égalité, fraternité ou la mort, c'est-à-dire une réaffirmation des principes et des valeurs républicaines et une volonté de défendre coûte que coûte, y compris jusqu'à la mort, donc ces différentes valeurs. On peut voir un parallèle avec cette affiche de septembre 1870, alors même que la France est en train d'être battue par l'Allemagne et envahie sur son territoire par les Allemands. La République vient d'être proclamée à la suite de la défaite de Sedan par l'empereur Napoléon III, qui est donc vaincu par donc l'empereur Guillaume Ier d'Allemagne, qui va d'ailleurs unir la Prusse et l'ensemble des territoires allemands, et prendre justement l'Alsace et la Lorraine à la France. Dans ce contexte, eh bien, la République, qui vient d'être proclamée, réclame à ses citoyens de se battre pour défendre le territoire français, alors même que se profile une autre menace qui, elle, va être justement cette fois liée aux divisions internes sur le plan politique des Français, entre la Commune de Paris, qui se réclame donc d'un régime qui doit défendre les ouvriers et imposer une égalité stricte, et une république bourgeoise, inspirée par la première révolution donc de 1789 à 1799, et qui souhaite justement eh bien, mettre en avant surtout les valeurs de liberté et non pas d'égalité. Donc dans ce contexte-là, la France va justement être dans l'obligation d'abord de lutter pour sa liberté, donc l'idée justement de mettre en avant les valeurs de liberté au sein de la République. Ce sont toutes dans ces mesures qui vont être prises justement tout au long de la Troisième République et sur lesquelles on va revenir. Et face à une logique d'égalité qui est défendue, elle, par les partis les moins favorisés des citoyens, notamment justement les artisans, les ouvriers, etc., qui vont essayer de se battre pour leurs droits durant cette période-là, avec la nécessité justement de confronter ces deux valeurs de liberté et d'égalité tout au long de la période, avec une autre composante qui est celle justement aussi de la question de la nation et du nationalisme, puisque dès 1793 il était question de défendre aussi la nation, qui était la patrie de la Révolution. Ici aussi il s'agit de défendre la nation avec un organe particulier qui est celui de l'armée. La France vient de subir une défaite humiliante face à l'Allemagne. Il est donc nécessaire justement de préparer une revanche qui s'appuiera sur une armée qui devra ou qui aura pour mission de permettre à la France de regagner deux territoires perdus qui vont devenir les symboles de cette défaite particulièrement humiliante, donc l'Alsace et la Lorraine, perdus en 1870 au profit justement de cette Allemagne, de cette nouvelle Allemagne réunifiée qui est le grand adversaire de la Troisième République. Alors, nous allons procéder un petit peu de manière différente de ce que nous avons fait dans le cours. Nous allons aborder en fait de manière donc désynchronisée en fait des deux parties que nous allons aborder ici. Donc d'abord la France, justement, enfin on a vu que dans la première partie l'étude de cas sur l'affaire Dreyfus et la mise en perspective, donc la partie B sur l'enracinement de la Troisième République. Donc je rappelle le cœur de l'affaire ici, de notre étude de l'affaire. Donc il s'agissait de savoir comment l'affaire Dreyfus transforme-t-elle la vie politique française et permet-elle la réaffirmation des valeurs républicaines au tournant du XXe siècle. De la même manière, notre problématique générale sur la partie B était avec quelles idées, principes et combats s'enracine la Troisième République. Donc pourquoi avoir réuni ici les deux parties? Ça va s'agir d'abord d'aborder donc les parties concernant l'affaire Dreyfus et de se recentrer à chaque fois sur les parties qui pouvaient être de la mise en perspective, qui pouvaient être reliées directement à cette affaire. Donc l'idée c'est de relier notre sujet et non plus de l'avoir abordé en première partie
comme on a pu le faire justement au sein du cours, de manière justement à ce que vous voyez peut-être mieux les liens qui pouvaient exister entre cette affaire Dreyfus et les conséquences politiques qu'elle pouvait avoir, et les grandes orientations que pouvait avoir prises la Troisième République. Alors, on va commencer par la partie 1 de la question de l'affaire Dreyfus sur le déroulement de cette affaire. On peut se poser la question, quels sont les événements qui vont de la condamnation du capitaine Dreyfus à sa réhabilitation? Alors, première chose, on va repartir sur notre fameux schéma en le décomposant en 3 parties. Le premier, le déroulement, le second, les acteurs de l'affaire, et le troisième, l'affaire Dreyfus, comme révélateur d'un état de droit, mais aussi d'un statut particulier de l'armée. Bien. Alors, première chose, qu'est-ce qu'on peut dire de cette affaire Dreyfus et de son déroulement? 1894, c'est la découverte de papiers ou de correspondances qui semblent montrer que, eh bien, il existe des affaires ou une affaire d'espionnage au sein de l'armée qui vise à informer les Allemands des grands mouvements de l'armée française. Et dans la perspective de cette rivalité militaire qui peut exister, c'est particulièrement gênant. Or, l'armée, après une courte enquête, s'oriente vers donc un capitaine qui n'est autre justement que Dreyfus, qui a la particularité d'être juif. Il est considéré comme un espion, il est condamné à la déportation après avoir été dégradé en 1895. Donc première partie de l'affaire, Dreyfus est condamné et considéré quasiment par tous comme un criminel, il est déporté, dégradé, et eh bien, ça, la question de savoir s'il est juif ou pas, finalement, importe peu. À partir de 1896, on assiste à un premier tournant. La famille Dreyfus va chercher à défendre et à réhabiliter le capitaine. Elle va être aidée en cela par un personnage qui est le colonel Picard, qui va finir par découvrir en réalité qu'il s'agit d'un complot antisémite, c'est-à-dire complot marqué par la haine des Juifs, où on a essayé de protéger certains cadres de l'armée, et on a essayé de mettre en responsabilité un bouc émissaire tout trouvé, d'autant plus facilement justement qu'une partie de cette armée est marquée par un très fort antisémitisme, une très forte haine des Juifs, et donc on a cherché un Juif coupable, qu'il était d'autant mieux justement qu'il était juif. À partir de 1896, justement, eh bien, cette affaire va avoir des répercussions judiciaires. Alors que Dreyfus avait été condamné par un tribunal militaire, et finalement quasiment sans preuve, eh bien, c'est la justice civile qui va se préoccuper de savoir qui est le réellement coupable dans cette affaire. Comment dirais-je, le Picard et la famille Dreyfus vont avoir le soutien d'une partie de la gauche républicaine française, et notamment justement d'un journal qui est celui de Clémenceau, qui est un personnage politique qui est en pleine ascension à ce moment-là. Il finira donc durant la Première Guerre mondiale comme comment dirais-je, président du Conseil, c'est-à-dire le personnage le plus important de l'État à l'époque. Il est le rédacteur de l'Aurore, donc un journal de gauche, qui va commencer à mener campagne pour essayer de réhabiliter Dreyfus, alors même que, justement, en janvier 1898, à la suite de la plainte de la famille Dreyfus, eh bien, on se rend compte que, eh bien, Esterhazy, qui était l'un des partisans ou l'un des membres de l'armée qui avait amené à l'accusation de Dreyfus, va être acquitté après avoir été accusé par la famille Dreyfus et par Picard d'avoir monté toute cette affaire. Picard finit par être écarté, et pendant ce temps-là, justement, à la suite de cette réhabilitation ou de cet acquittement d'Esterhazy, eh bien, l'Aurore va se lancer dans une campagne encore plus virulente, allant même jusqu'à la diffamation, puisque justement elle affirme sans preuve et donc justement risque d'être condamnée. Zola écrit justement un article, l'écrivain Zola, Émile Zola, très marqué à gauche, écrit un article où il accuse une partie des militaires et aussi des personnels politiques et des juges, d'avoir été complaisants vis-à-vis de ce complot antisémite dans l'armée, et d'avoir accusé Dreyfus à tort. À partir de là, Zola va être justement l'objet de 2 procès qui vont, le premier, aboutir justement à un acquittement du fait d'un vice de forme, et le second à une condamnation qui va le forcer à l'exil. Mais en tout cas, l'article a semé une véritable zizanie qui va commencer à amener une prise de conscience. La France va se diviser, on y reviendra par la suite. Et durant cette année 1899, à la suite, eh bien,
Dreyfus va finir par être condamné une deuxième fois, malgré effectivement cette accumulation de preuves, mais le contexte politique a changé. La victoire justement des radicaux de gauche notamment aux élections, va amener le président de la République, qui est le principal personnage de l'État à l'époque, mais qui dispose de pouvoirs relativement faibles par rapport au président du Conseil, à proposer une grâce justement à Dreyfus, qui va donc pouvoir regagner la France sans être toutefois réhabilité, c'est-à-dire qu'il ne sera toujours pas considéré comme innocent. Il faudra donc attendre 1906 et le procès justement de juillet pour que Dreyfus soit définitivement réhabilité. Donc voilà pour ce déroulement de l'affaire. Voyons quels sont les acteurs ensuite que l'on a évoqués. D'abord, justement, on a évoqué Clémenceau, donc comment dirais-je, républicain radical, très marqué à gauche, rédacteur de l'Aurore, avocat par ailleurs aussi. Il est donc l'un des personnels politiques qui va avoir une importance considérable à la suite de cette affaire. Cette affaire va lui servir de tremplin et sa défense virulente tout au long de cette période contre les accusateurs de Dreyfus, contre donc les anti-Dreyfusards, vont le propulser au rang d'un des principaux chefs du camp Dreyfusard. Ce camp Dreyfusard qui va finalement bénéficier de cette affaire et, sur le plan politique, obtenir le pouvoir après 1900 notamment, avec l'instauration de ce qu'on va appeler la République radicale. On y reviendra. Deuxième personnage très important, l'écrivain Émile Zola, donc très marqué à gauche, qui a de nombreuses fois milité notamment pour la question ouvrière, notamment, va s'intéresser à cette question bien plus marquée sur la question de la liberté religieuse ici, et va défendre justement Dreyfus jusqu'à mettre en péril sa condition de citoyen, justement, puisqu'il sera condamné et devra donc s'exiler pendant un certain temps, à la suite justement de cette condamnation pour diffamation. Troisième personnage que l'on peut lire en filigrane ici, mais que on ne peut pas encore préciser suffisamment puisque ce n'était pas l'objet de cette étude. On peut citer Barrès notamment, qui va être l'un des leaders de l'opposition anti-dreyfusarde et qui va être particulièrement virulent sur la question antisémite. On y reviendra par la suite. Autre personnage important, ce sont bien sûr les trois figures des militaires. D'abord, donc le colonel Picquart, qui va mener l'enquête pour essayer de réhabiliter Dreyfus, le colonel Henry, qui lui est à l'origine justement du faux et en fait le réel traître, et qui est couvert justement par un personnage qui va être acquitté par la suite, lui en 1898, qui est Esterhazy, qui est son chef, donc hiérarchique, et qui va protéger Picquart par antisémitisme, tout simplement parce que Dreyfus doit être véritablement condamné parce qu'il est juif. Et on en arrive donc à cette troisième partie, l'affaire Dreyfus, comme révélateur d'un état de droit, mais aussi d'un statut particulier de l'armée. Dreyfus est d'abord condamné par une juridiction militaire. Cette juridiction militaire qui aura pour objectif de faire condamner Dreyfus sur la base de fausses preuves. La juridiction civile va ensuite prendre le pas sur la juridiction militaire, grâce à la famille de Dreyfus qui va se mobiliser pour cela et qui va amener, de fait, la justice devant un cas militaire qui était jusque-là uniquement cantonné aux affaires militaires. Et ça va donc devenir un problème civil, et un problème qui va être immédiatement relié dans l'opinion publique par la question du lien qui peut exister entre la religion de Dreyfus, qui est la religion juive, et sa condamnation. Donc, de fait, va apparaître à ce moment-là aussi la question de l'état de droit. Doit-on respecter les libertés, notamment la liberté religieuse, et les droits du citoyen, même s'il est un militaire? Et cela amène à une deuxième question, celle plus large, qui est la protection qui a été accordée par un certain nombre d'hommes politiques à l'armée, malgré toutes les affaires qui ont pu avoir lieu, notamment, et en particulier celle-là, qui est révélatrice d'une très forte tendance antisémite parmi les militaires, qui ont tendance à chercher de fait des boucs émissaires parmi les officiers juifs qui peuvent se trouver dans le haut commandement. Et c'est le cas de Dreyfus. Et on peut se demander si la protection accordée par ce personnel politique à l'armée, parce que l'armée est la clé de la victoire face à l'Allemagne, n'est pas, justement là encore, un problème majeur. Et on peut voir très clairement que donc cette armée a un statut particulier et est protégée par la République, quelles que soient les actions qui peuvent se passer. Notamment, c'est le procès de Rennes en 1899, où malgré les preuves, Dreyfus est quand même condamné parce qu'il faut protéger absolument l'armée. Et ça va être l'un des arguments des anti-Dreyfusards en disant que la revanche est plus importante que le sort d'un juif tel que celui de Dreyfus.
Ensuite, nous allons voir, dans cette partie A2, les débats et les affrontements liés à l'affaire Dreyfus. Et comment, on va voir comment la France se divise donc, au sujet de l'affaire Dreyfus et démontre la naissance finalement d'une opinion publique. Alors d'abord, l'affaire Dreyfus est le symbole de la division de l'opinion publique. D'abord, deux camps vont s'affronter durant cette affaire, Dreyfusards et anti-Dreyfusards. Les Dreyfusards sont les partisans justement de la réhabilitation de Dreyfus, alors que les anti-Dreyfusards, eux, considèrent que Dreyfus est coupable et qu'il doit être absolument maintenu dans sa condamnation. Les anti-Dreyfusards donc, sont plutôt marqués par les partisans de la droite conservatrice, catholique dans la plupart des cas, mais aussi des militaires, un grand nombre de militaires qui considèrent que Dreyfus est condamnable et surtout justement coupable. Une partie justement de l'extrême droite française qui est antisémite, donc opposée justement aux juifs, ennemi des juifs finalement, xénophobe justement par ailleurs aussi, donc qui hait les étrangers, et considère que la minorité juive doit être privée de ses droits, notamment face à la religion dominante qui est la religion catholique. De l'autre côté, on a la gauche française, donc une partie du parti radical notamment, une partie des socialistes, une partie des révolutionnaires aussi, qui suivent justement donc, ce procès, et qui justement sont pour la plupart laïques, c'est-à-dire justement marqués par une volonté de, comment dirais-je, de s'opposer à la domination de l'Église catholique sur la société française notamment, pour ne pas dire anticléricaux, c'est-à-dire qui s'opposent justement à l'Église tout simplement, favorables aux libertés religieuses, favorables aussi aux diverses libertés notamment, et de fait effectivement favorables aussi à l'égalité entre les différentes religions. Un grand nombre d'intellectuels à ce moment-là, donc comme Zola, eh bien, comme Charles Péguy aussi, vont militer pour eh bien, la réhabilitation de Dreyfus. Donc il y a une véritable division justement du personnel politique, du personnel intellectuel français face justement à cette affaire. Division aussi des médias. Cette division des médias va, eh bien, comme on peut le voir dans différents documents du manuel, notamment, document 9, notamment page 27, on peut voir que les médias sont aussi divisés face justement à la question de cette affaire. Soit on accuse la justice justement d'être complaisante vis-à-vis des militaires, soit on accuse les militaires justement de, comment dirais-je, soit on accuse effectivement la justice de l'autre côté de favoriser la cause anti-Dreyfus, la cause Dreyfusarde notamment. Et ça nous amène aux divisions profondes eh bien, qui traversent l'opinion publique française et les Français, tout simplement. Puisque c'est à cette époque, et on y reviendra, que naît une opinion publique. Le document 10, notamment page 27, illustre, avec cette caricature du dîner en famille, avec justement d'abord un dîner où on dit il ne faut surtout pas parler de l'affaire Dreyfus, et où dans une deuxième image où on peut voir effectivement que la famille en a parlé, que c'est un désordre innommable et que la famille est en train de se battre, que effectivement l'opinion française est profondément divisée en réalité par cette affaire. Beaucoup de Français considèrent que Dreyfus est coupable et d'autres considèrent qu'il ne l'est pas. Et cela dépend de ses opinions politiques, cela dépend de ses lectures, cela dépend justement de son appréciation de l'affaire. Et cette division amène aussi à penser que nous sommes dans une démocratie à ce moment-là, sous la Troisième République, qui a permis la maturation d'une liberté à la fois de la presse et d'une liberté d'expression et d'opinion qui est avérée, justement, ne serait-ce que par cette affaire. Mais on y reviendra. Et enfin, le rôle des médias. Grâce à la liberté de la presse, instaurée justement à la fin du 19e siècle par la Troisième République, désormais, les médias peuvent avoir des opinions différentes du pouvoir et peuvent exprimer ces opinions. Et on voit que la richesse et l'importance de ces médias dans cette affaire, notamment dans le cadre de l'Aurore, qui a permis une campagne qui a amené à la réhabilitation justement de Dreyfus. On va passer à la deuxième partie, à la suite justement, à la mise en perspective qui correspond à le lien qui peut exister entre la Troisième République et cette affaire. Donc la Troisième République, un régime démocratique, parlementaire, où les idées de nation et de laïcité sont importantes. La problématique était la suivante: comment sont mis en œuvre le régime démocratique et les idées de nation et de laïcité dans la Troisième République? On en arrive à un schéma qui pouvait être organisé en 4 parties, en fait les 4 parties du cours. Donc la première partie était constituée par une république qui impose une démocratie libérale. Rappelons donc quel contexte est mis en place la Troisième République. Troisième République imposée dans un contexte de défaite
où rapidement les républicains qui sont parvenus à proclamer la République vont être débordés sur leur droite par les monarchistes qui souhaitent un passage rapide ou une transition rapide entre la République, qui a remplacé le Second Empire, à une monarchie, un retour à une monarchie telle que celle des Orléans, justement, durant la monarchie de Juillet, entre 1830 et 1848. L'idée, c'est de dévoyer progressivement la démocratie et la République pour l'amener à un retour à la monarchie. Les républicains vont se défendre farouchement jusqu'en 1877 où le président, qui est alors un monarchiste, MacMahon, décide de s'octroyer des pouvoirs qui vont amener à une crise constitutionnelle majeure. MacMahon va finir par perdre et par justement amener à un bouleversement donc des pratiques institutionnelles qui vont amener la fonction du président de la République, qui était conçue alors comme centrale, à une fonction subalterne, c'est-à-dire inférieure, à celle du président du Conseil, du chef du gouvernement. La République, qui était alors une république présidentielle, va alors basculer vers une république dite parlementaire, où c'est le jeu politique ou les jeux politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat qui vont être déterminantes pour amener au pouvoir un président du Conseil qui doit être du même bord que la majorité à l'Assemblée nationale. Donc c'est l'Assemblée nationale et cette élection qui va devenir clé et le rôle du président de la République va devenir tout à fait subalterne à l'époque, inférieur à celui du président du Conseil. À partir de là, la République va être dominée par une série de partis politiques. D'abord justement des partis politiques républicains dits opportunistes durant les années 1880 à 1890, avant que les radicaux profitent de l'affaire Dreyfus, notamment par le biais de toute cette campagne qui a été menée par le journal L'Aurore, donc menée par un des leaders radicaux qui est Clémenceau. Et eh bien cette République va être dominée par la figure du Parti radical, au moins jusqu'à la défaite de 1940. Le Parti radical va composer toutes les majorités et va être au centre de toutes ces majorités. Il va dominer réellement la vie politique à ce moment-là. Parallèlement, cette république s'enracine. Elle s'enracine par différentes choses, par différentes mesures qui ont été mises en place. D'abord, la liberté de la presse, qui permet justement la naissance d'un débat public, comme nous l'avons vu. Ensuite, par le fait que la République va devenir, avec les lois Ferry notamment de 1882, l'école va devenir obligatoire et gratuite et va permettre notamment la mise en œuvre de grandes campagnes d'alphabétisation de la population notamment, avec un objectif qui est celui de former des citoyens donc qui seront meilleurs que la génération précédente. L'idée est aussi, et on y reviendra, de préparer des soldats citoyens. Mais l'idée, c'est aussi par ailleurs d'affirmer que la République est un régime qui est favorable aux populations qui composent l'essentiel de la population d'alors, c'est-à-dire des populations plutôt de classe moyenne. Donc c'est une république qui va s'appuyer sur ces classes moyennes en lui montrant les bénéfices que ces classes moyennes peuvent tirer de toutes les libertés accordées par la République. Donc ces républiques qui s'enracinent progressivement, avec des lieux symboliques comme la mairie notamment, qui est un lieu qui témoigne de l'enracinement républicain et de l'attachement des Français pour leur République, eh bien la République va chercher à unir toute la nation, d'abord derrière son armée, avec pour logique, comme on l'a vu, notamment dans le cadre scolaire, d'essayer d'induire par l'éducation civique finalement, ou l'instruction civique à l'époque, eh bien l'amour de la patrie qui amène à défendre cette république contre l'adversaire de toujours qu'est l'Allemagne. L'objectif, et on peut le voir dans de nombreux manuels, notamment de géographie à l'époque, c'est de faire comprendre aux enfants que la perte de l'Alsace et de la Lorraine est un véritable arrachement à la France, un véritable déchirement, et que, eh bien, ils vont devoir peut-être un jour sacrifier leur vie pour essayer de récupérer l'Alsace et la Lorraine. Parallèlement, la France va aussi se doter dans un idéal de civilisation de colonies. Ces colonies vont être justement conquises avec comme motif d'essayer d'apporter les lumières de la civilisation occidentale et française à des populations qui étaient jugées inférieures, mais qui devaient permettre la possibilité à la France de construire sa revanche avec un nombre d'hommes et une force humaine considérable. Parce que l'Allemagne étant un pays plus peuplé, il était nécessaire pour la France de disposer d'une armée suffisamment forte et suffisamment nombreuse pour contrer l'Allemagne.
Par ailleurs, le dernier point de cette partie nous amène justement à évoquer comment la République, à partir de l'affaire Dreyfus, invente aussi la laïcité à la française. Première chose, cette République qui s'est bâtie à la fois sur l'opposition à la droite monarchiste, eh bien, a pour idée, notamment, que une partie des Français, la partie des Français qui notamment a voulu la condamnation de Dreyfus, eh bien, a été manipulée en partie par l'Église et la force de l'Église catholique, justement. D'où l'idée de séparer de manière définitive, avec la loi de séparation des églises et de l'État de 1905, toute forme de domination de l'Église des populations de la République française. L'idée, c'est de séparer de manière définitive Église et République. Cette République va donc inventer cette laïcité avec les lois notamment mises en place par Émile Combes, premier, comment dirais-je, président du Conseil à l'époque, qui va mettre en œuvre des lois qui vont justement considérer que la laïcité française est une laïcité où, justement, dans le cadre public, la religion n'a plus rien à faire. Elle met donc toutes les religions sur le même plan, qu'elles soient catholiques, juives, protestantes, etc., etc. Quel que soit, eh bien, le nombre de fidèles sur le territoire, ils sont tous considérés comme égaux et la République se considère de fait comme neutre face à cela. Cela ne va pas sans incident, puisque les catholiques vont s'estimer lésés, et notamment aussi par une série de mesures qui, jusque-là, eh bien, considéraient les biens propres de l'Église comme des biens qui étaient confiés par l'État, eh bien la République va récupérer une partie de ces biens, notamment avec la loi des inventaires de 1906. Et ça va amener une multiplication des émeutes. Mais toutefois, cette République qui avait été divisée justement par la question de l'affaire Dreyfus va être encore plus peut-être divisée, mais avec une optique qui est celle justement de réunir un jour les Français sous le giron de la laïcité. Et lorsqu'on regarde avec un décalage d'un siècle ces mesures, on peut considérer qu'elles ont marché, puisqu'aujourd'hui la laïcité à la française est considérée comme une valeur justement de la République, alors qu'à l'époque c'était un principe extrêmement contesté et même contestable. Alors nous allons voir ensuite comment la Troisième République a fait face à la lutte pour les droits sociaux. Alors que cette Troisième République avait finalement instauré une république bourgeoise très axée sur les libertés et qui était en opposition dès le départ finalement avec la question de l'égalité, on va voir comment cette question de l'égalité va revenir en fait au sein du débat public et comment cette Troisième République justement va-t-elle développer les droits sociaux de ses citoyens. D'abord, on va commencer par la question des syndicats et l'acquisition des droits sociaux. Les syndicats sont autorisés par la loi de 1884 qui va garantir la possibilité au sein de l'entreprise pour justement les ouvriers et les salariés de bénéficier justement de droits de réunion ou justement d'opposition au patron par la loi syndicale. Ces syndicats vont permettre d'obtenir différents droits malgré justement des difficultés, et notamment la répression par l'armée de certaines manifestations comme à Fourmi en 1891, ils vont obtenir différents droits, comme les réglementations justement sur le travail des femmes ou des enfants en 1892, la protection contre les accidents du travail en 1898, en 1906, loi très importante sur les repos hebdomadaires obligatoires, la retraite des ouvriers et des paysans en 1910, la journée de travail limitée à 10 heures pour les femmes de 18 à 21 ans, notamment en 1916. Et ensuite, grand acquis 1919, la journée quotidienne de 8 heures sur 6 journées. À partir de là, on va avoir notamment différentes mesures qui vont être prises dans le cadre des lois de Front populaire, mais nous y reviendrons. Et enfin, une loi majeure qui est celle de 1945, votée sur la création de la sécurité sociale, avec la restauration de la République par la libération à la suite du programme du CNR. Ça, nous y reviendrons aussi par ailleurs. Deuxième partie, c'est l'expérience sociale du Front populaire. Rappelons que le Front populaire est élu dans un contexte de crise, puisque à la suite de la crise de 29 aux États-Unis, cette crise se propage en Europe et va toucher la France en 1931. Plusieurs millions de personnes sont concernées par le chômage, qui ne va cesser d'augmenter entre 1931 et 1936. Face à une crise économique et une crise politique, la gauche française, les trois partis importants que sont les socialistes de la SFIO, les communistes du PCF et justement les radicaux
de gauche vont s'allier au sein de ce qu'on appelle le Front populaire, avec pour objectif de remporter les élections de 1936. Ce qu'ils vont faire, ils ont promis donc différentes mesures sociales, et pour que ces mesures soient appliquées, parce que les ouvriers craignent que ces mesures ne le soient pas, eh bien les ouvriers vont occuper les usines et faire grève pendant le mois de mai 1936, ce qui va aboutir à forcer le gouvernement très rapidement à prendre les mesures qu'il avait promises, et au gouvernement de Léon Blum de proposer trois grandes mesures à la Chambre des députés. D'abord, la réduction du temps de travail à 40 heures hebdomadaires, les 2 semaines de congés payés, les 2 premières semaines de congés payés. Par ailleurs, ensuite, les contrats collectifs qui visent à une gestion partagée au sein d'entreprises entre patrons et salariés. Et ces mesures vont être renforcées par les accords dits de Matignon entre patronat, syndicats et État. Ces accords de Matignon visent à ne pas poursuivre les ouvriers qui ont occupé les usines illégalement au cours du mois de mai 1936, et surtout à augmenter massivement les salaires. On peut se demander si ces mesures ont eu un impact sur la crise économique, et on peut s'apercevoir que cet impact a été très modéré en réalité. Le chômage a baissé d'à peu près 200 000 chômeurs entre 1936 et 1938, date à laquelle le Front populaire justement perd le pouvoir. Mais cela a permis très largement d'améliorer les conditions de vie justement et de travail des ouvriers. Donc c'est ce moment où une attention très forte a été accordée sur les droits sociaux, et un des grands moments de cette République est donc justement le Front populaire en 1936. Ensuite, nous allons passer justement à la question de l'opposition finalement à la République, en partant de l'exemple de l'affaire Dreyfus. Un combat justement pour la République, donc comme on a pu le voir dans cette partie-là, et on va se poser la question comment les opposants et les partisans de la République s'affrontent lors de cette affaire. D'abord, la victoire de la réhabilitation de Dreyfus est une véritable victoire pour la République, puisque l'ensemble, justement, des membres du camp dreyfusard étaient des républicains convaincus, souvent marqués par la gauche, souvent appartenant à la gauche française, qui ont, finalement, montré la supériorité des valeurs de liberté et d'égalité sur, la xénophobie, l'antisémitisme et la haine, notamment de l'autre. Ces forces républicaines ont été portées par les radicaux, notamment, qui vont obtenir le pouvoir à la suite, par une partie, justement, comme on l'a dit, des intellectuels français, par une partie aussi des socialistes français, notamment Jaurès, qui aura milité très largement pour obtenir la réhabilitation de Dreyfus. Alors que de l'autre côté, on a effectivement des nationalistes comme Barrès, qui considèrent que l'armée est supérieure ou les intérêts de l'armée et de la France sont donc supérieurs à celui des libertés et à celui d'un juif notamment, tel que peut être Dreyfus. Barrès est un antisémite modéré, mais reste antisémite tout de même. Alors même que Drummond considère que Dreyfus est coupable parce qu'il est juif. Drummond est l'inventeur d'une forme d'antisémitisme scientifique, où il essaie de prouver de manière permanente dans ses idées que le juif est inférieur aux Français de souche. Et l'idée, c'est de montrer effectivement que le juif est à la fois dangereux et destructeur pour la République. Donc tout le jeu de Drummond, c'est de montrer cela et de considérer que Dreyfus est coupable parce qu'il est justement juif. Derrière ces deux figures, on peut trouver effectivement l'armée, une partie de l'armée qui souhaitait condamner Dreyfus, et l'Église bien sûr, une partie du clergé catholique va considérer que Dreyfus est coupable, naturellement parce que justement il est juif là encore. Des nationalistes aussi, comme Déroulède, par exemple, qui va tenter un coup d'État qu'il va totalement rater en 1899. Et cette affaire va rester justement un moment très fort, comme on peut le voir, pour l'enracinement de la République malgré une forte opposition. Donc ces forces anti-républicaines, ces forces anti-dreyfusardes n'ont pas pu empêcher justement donc l'affaire Dreyfus de devenir un symbole de la victoire des républicains et de la République durant cette période-là. L'affaire Dreyfus va devenir un symbole véritable, avec toute une série de commémorations et surtout des conséquences directes.
c'est la loi sur la laïcité qui va être votée en 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État. Comme l'Église est considérée comme une des responsables de cette affaire, elle va en être une des grandes victimes avec cette loi sur la laïcité. Ensuite, nous allons passer à l'opposition à la République et destruction et réinvention de la République durant cette période-là. Comment la Troisième République fait-elle face aux oppositions avant de sombrer, de se réinventer lors de la Seconde Guerre mondiale? Donc on a vu que l'affaire Dreyfus a été un des moments d'opposition très forte à la République menée par le camp anti-Dreyfusard, la droite et une partie de l'extrême droite française. Eh bien, nous allons voir 4 formes d'opposition. D'abord l'anarchisme. L'anarchisme se base sur l'idée que le pouvoir de l'État n'est pas légitime et que les citoyens ont un droit de rébellion face à cet État, notamment lorsqu'il n'accorde pas suffisamment de place aux revendications sociales des ouvriers et des plus faibles, notamment. Le syndicalisme, notamment la CGT, est très proche de ces thèses anarchistes. On parle d'anarcho-syndicalisme à l'époque, et ces anarchistes sont soutenus effectivement par comment dirais-je, les républicains, enfin non pas par les syndicats. Et ces anarchistes vont mener tout au long des années 1890 des campagnes justement d'attentats, un à la Chambre en 1893 et un autre très spectaculaire qui est l'assassinat du président Sadi Carnot en 1894. Ces anarchistes ont pour objectif de semer la pagaille, notamment avec un homme qui n'est autre que Ravachol, celui qui va être finalement la figure de proue des anarchistes durant cette période et qui va finir par être arrêté et condamné à la prison à vie après justement un procès où il va affirmer ses idées de liberté, ses critiques vis-à-vis de cette société et de cette république qui ignore les souffrances des plus pauvres, etc., etc. Seconde partie justement de notre réflexion sur les oppositions à la République, c'est le 6 février 1934. Donc à la suite de cette crise économique que nous avons pu évoquer précédemment, euh, qui débute en 1931, vont se succéder une série de scandales politiques qui vont finalement écorner l'image des hommes politiques et des responsables radicaux de l'époque. L'extrême droite va en tirer profit le 6 février 34 lorsqu'elle appelle à manifester pour protester à la fois contre ces parlementaires et ces hommes politiques compromis par les scandales, ces juifs qui dominent la société française et ces étrangers qui volent le travail comment dirais-je, des Français eux-mêmes. Ces manifestations vont aboutir à une émeute le dimanche du 6 février 34 qui va être réprimée par la police. L'analyse des historiens par la suite sera que, eh bien, on a frôlé en réalité un coup d'État, puisque l'extrême droite avait sans doute l'intention de marcher sur l'Assemblée nationale pour essayer de prendre le pouvoir. Troisième partie, c'est l'été 1940. À la suite de la défaite de mai et de juin 1940, la République va cesser d'exister et le maréchal Pétain, en obtenant les pleins pouvoirs de l'Assemblée nationale et du Sénat en juillet 1940, va déclarer finalement la mort ou la suspension de la République et des libertés au profit de son pouvoir personnel, basé sur la collaboration et sur ce qu'il va appeler la Révolution nationale. Il s'agit en réalité de considérer que la défaite a été provoquée par la Troisième République, par les forces de gauche, par le Front populaire notamment, qui a amené, tel qu'on peut le voir sur un des documents que vos camarades ont pu travailler, par de la paresse, de la démagogie, c'est-à-dire de fausses promesses, et de l'internationalisme. On peut voir au-dessus de cette maison qui est sous les débris, sous les décombres de la défaite finalement, et qui représente la France vaincue par l'Allemagne, on peut voir planer le drapeau rouge, qui est celui le drapeau de la Révolution finalement, et qui représente les partis de gauche communistes comme socialistes, mais aussi l'étoile juive, ce qui montre l'antisémitisme assez marqué de ce régime qui va se placer de fait dans la poursuite de la revanche face à l'affaire Dreyfus, mais aussi de la défaite de l'extrême droite face au 6 février 34. Il s'agit de prendre une revanche donc sur la gauche française après eh bien deux échecs consécutifs qui ont été l'affaire Dreyfus et justement comment dirais-je le 6 février 34. Pour cela, le maréchal Pétain va reconstruire une France basée sur de nouvelles valeurs. Le travail, la famille et la patrie qui vont remplacer la devise liberté, égalité, fraternité.
Ils vont se baser aussi sur la paysannerie et l'artisanat, qu'il considère comme des catégories sociales qui sont à la base de son pouvoir et qui doivent soutenir le maréchal Pétain. Et présente une France qui doit être reconstruite sous la protection des 7 étoiles du maréchal Pétain qu'on peut voir planer au-dessus de cette maison, qui arbore le drapeau français bleu, blanc, rouge, le symbole du nationalisme français, et qui va placer immédiatement aussi le maréchal Pétain dans une logique qui l'oblige à justement collaborer avec l'Allemagne, à la fois sur le plan militaire, mais aussi sur le plan de la déportation des Juifs, puisqu'ils sont considérés comme responsables de la défaite. Dernier élément relatif à ces oppositions, après avoir vu ces 3 formes d'opposition à la République, et celle qui correspond aussi à celle de l'affaire Dreyfus, on va voir comment cette République, à la suite de sa défaite, va renaître, et c'est finalement presque notre conclusion. Cette République va renaître dans le contexte de la résistance et du programme du Conseil national de la résistance réalisé en mars 1944. L'idée, c'est de faire renaître une république qui dispose de liberté, comme la Troisième République, mais de se protéger des éventuelles conséquences de ce qu'a pu être une crise telle que celle des années 30, en mettant en avant aussi une république sociale, basée aussi par ailleurs non plus seulement sur la liberté, mais aussi sur l'égalité. La République, justement, comme on l'a dit, va mettre en place la sécurité sociale, avec l'assurance maladie, l'assurance vieillesse, l'assurance chômage notamment, va accorder de droits de vote aux femmes, donc une série de libertés civiles aussi par ailleurs, avec des droits sociaux comme ceux qu'on a pu voir précédemment, et va donc bannir toute référence à l'extrême droite, puisqu'elle est considérée comme étant au cœur de ces années noires de 1940 à 1944, où la France a été sous une dictature et en plus a collaboré avec l'occupant.